Cette semaine, Méditerranéo s'intéresse au tourisme en Méditerranée à travers deux réalités distinctes. Tout d'abord en Albanie, le pays devient peu à peu une destination prisée des jeunes. Ensuite au Portugal, reportage à Porto pour illustrer une activité en pleine croissance. Cap sur l'Italie pour évoquer le franco-provençal, une langue encore parlée dans les Pouilles notamment. Enfin la séquence mémoire, nous irons à la rencontre des conteurs de la place Djamal Fna à Marrakech. L'Albanie a vécu pendant 46 ans sous un régime dictatorial communiste. Pendant de longues années, le pays n'a eu aucun contact avec le monde extérieur jusqu'en 1992. Avec ses paysages de toute beauté, elle est depuis quelques années une destination touristique prisée de la jeunesse européenne qui peut y passer des vacances à des prix défiant toute concurrence. En cette fin du mois de juin, les travaux ne sont toujours pas terminés sur la promenade du bord de mer. Pourtant, les vacanciers sont déjà là, à Dermi, au sud de l'Albanie. Plages immenses, eau limpide, touristes albanais et étrangers prennent du bon temps, comme ces Italiens venus en voisin depuis l'autre rive de l'Adriatique. C'est la curiosité d'un pays émergent d'un point de vue touristique qui nous a poussés à venir ici. Des sites splendides avec des plages merveilleuses, une eau très propre, des personnes cordiales. C'est un pays à visiter. Cette semaine-là, Dermi va vivre au rythme des musiques électroniques. La station balnéaire accueille la première édition du Kala Festival. Les spectateurs viennent pour la plupart du Royaume-Uni et certains ont déjà en tête un programme bien précis. On va juste aller écouter les DJ, il y en a beaucoup qui viennent d'Angleterre et dont nous avons entendu parler. On va danser et peut-être boire. On va juste sortir sur le festival, s'asseoir sur la plage, écouter de la musique et c'est à peu près tout. 2000 festivaliers sont attendus. La manifestation est née sur un coup de cœur de l'organisateur venu en vacances à Dermi. De nombreuses personnes sont surprises de voir cet endroit incroyable. C'est typiquement méditerranéen et très peu connu. C'est le dernier coin du littoral qui n'est pas encore devenu un haut lieu du tourisme international. On est très heureux d'offrir aux visiteurs la possibilité d'explorer l'Albanie, tout en venant écouter la musique des artistes qu'ils aiment. Et le tout à des prix défiant toute concurrence. Consommation sur la plage ou au restaurant, tout est ici très bon marché pour ces visiteurs étrangers. Les prix sont très bons. Comme le disait mon ami, on a mangé une pizza aujourd'hui et c'était à peu près 5,70 € pour une grande pizza et une bière. C'est incroyable, c'est si bon marché. Je suis tchèque et venant d'Europe centrale, je trouve ça pas cher. Mais je vis aux Pays-Bas et la différence est vraiment très importante. C'est 60% moins cher que le prix néerlandais. Dermi compte une soixantaine de restaurants. Celui-ci, l'un des plus anciens, fête ses 20 ans. Son propriétaire explique pratiquer les mêmes prix pour les étrangers que pour les Albanais. C'est pour lui la clé du succès auprès des jeunes festivaliers. Un jour, ils vont revenir avec des amis, des copains, parce qu'ils ont trouvé un bon accueil et un service de qualité, et aussi des tarifs qu'ils ne trouvent pas chez eux. Ici, ils boivent de la bière locale, de tradition albanaise, pour seulement 1 €. Rajouter un coucher de soleil à couper le souffle, et c'est peut-être la recette de la montée en puissance du tourisme albanais. À une soixantaine de kilomètres plus au nord, Vlora, la grande ville du sud du pays, et son boulevard du front de mer flambant neuf, financé par l'Union européenne. Henry Novrouzaï est agent immobilier. Tout a été construit récemment, dans les 10 dernières années. Sa clientèle est essentiellement étrangère. Cet appartement meublé à 100 mètres de la plage,
Ceci est un appartement de 2 pièces, dans un bâtiment récent. Est à 56 000 €. Et voici la chambre à coucher. Les prix augmentent en même temps que s'éloigne l'image sulfureuse teintée de criminalité de l'Albanie. L'image a changé. Parce qu'avant, même si c'était une affaire, avec l'image de l'Albanie, c'était vraiment difficile d'arriver à conclure. Dans les derniers 2 mois et demi, 3 mois, j'ai vendu plus de 14 appartements. Et ça veut dire beaucoup. Et tous à des clients étrangers qui viennent pour investir ou pour acheter une maison de vacances ici, en Albanie. Dans cet autre immeuble, avec vue imprenable, ce 3 pièces se vend 125 000 €. Encore abordable au regard du marché européen, mais plus pour très longtemps. Au cours des dernières années, et avec la baisse de l'offre, et avec l'amélioration des infrastructures de la zone, les prix ont beaucoup augmenté, jusqu'à 50 à 60%, disons. Malgré une offre de terrain de plus en plus restreinte, les constructions se poursuivent. Le nord du front de mer de Vlora se développe encore. Depuis la forteresse qui surplombe la ville, Denik Ulkini, membre d'une association de protection de l'environnement, ne peut s'empêcher d'être inquiet. Sur le papier, il y a des règles pour encadrer les constructions. Il y a des normes. Mais dans les faits, les normes et les lois ne sont pas appliquées. Les constructions se font de manière anarchique. Le décollage du tourisme en Albanie pourrait conduire à des situations problématiques, dans ce pays au littoral encore en partie préservé. Près de Dermi, 2 complexes touristiques sortent de terre quasiment sur la plage. De son côté, le gouvernement assure être vigilant, ne pas vouloir reproduire ici les erreurs commises à l'étranger pour favoriser le tourisme de masse. Le tourisme est maintenant une priorité pour le développement économique du pays. C'est pour cette raison qu'il y a eu la création du ministère du Tourisme et de l'Environnement, qui cherche à favoriser le développement du tourisme tout en protégeant l'environnement de manière durable. Loin du tourisme de masse, voici la première auberge de jeunesse ouverte à Shkodra, dans le nord du pays, il y a 6 ans. Ici se croisent des voyageurs de tous âges et de toutes origines, venus découvrir un pays coupé du monde jusqu'en 1991. Ce n'est pas une destination ordinaire. Non, mais ça va le devenir. Quand les gens sauront à quel point c'est bien d'être ici, à quel point la population est agréable et accueillante. C'est pour sauver sa maison qu'Alma Bajdari l'a ouverte aux voyageurs. Elle leur permet dans ce salon de s'immerger dans l'Albanie communiste. Pendant la période de la dictature, chaque famille avait ses canapés qui sont minimalistes. C'était des lits pendant la nuit et des canapés pendant la journée. C'est l'Albanie qui est en train de disparaître, l'Albanie qui n'existera plus d'ici quelques années. En 6 ans, l'auberge n'a jamais désempli. Et Alma Bajdari a pu voir une évolution sensible de la clientèle. La cible est en train de changer. Ce ne sont plus les routards purs et durs avec leurs sacs à dos. Mais il y a beaucoup de couples qui arrivent, d'âges variés, même de plus de 60 ans. Et il y a aussi des familles avec des enfants. Christophe Scheuermann, lui, organise des séjours de kayak pour sa clientèle allemande. Son premier voyage en Albanie date d'il y a 14 ans. À l'époque, il n'y avait quasiment pas de touristes. Pour moi, le virage, ça a été, je pense, en 2015, quand le guide Lonely Planet a désigné l'Albanie comme destination de l'année. Après ça, j'ai vu arriver ici des touristes du monde entier. Entre mer, montagne et ville, l'Albanie a accueilli près de 2 400 000 touristes en 2017, 24% de plus que l'année précédente. Le pays le plus pauvre d'Europe est certainement aussi le plus abordable pour des voyageurs en quête de découverte. Le Portugal séduit de plus en plus de touristes. Au premier semestre, les recettes touristiques ont rapporté 7 milliards d'euros au pays, selon la Banque nationale du Portugal, en hausse de 13%. La croissance du secteur touristique s'observe même durant les mois d'hiver avec des hausses de 16% en février et 20% en mars. Illustration à Porto.
Immersion dans le monde magique d'Harry Potter. Une relecture de certains passages dans un cadre unique. La librairie Lello est une institution dans la ville de Porto. Le quotidien anglais The Guardian l'a nommée 3e meilleure et plus belle librairie du monde. Un style néo-gothique inauguré en 1906. Ici sont empilés jusqu'au plafond des livres venus de tous les pays. La librairie Lello est une source d'inspiration essentielle pour l'auteur de la série Harry Potter, qui fut professeur d'anglais dans cette ville de Porto. Un escalier magique que l'on retrouvera sur grand écran, avec le succès que l'on sait. Nous sommes une librairie internationale. Chaque jour, nous recevons ici près de 3000 visiteurs. Sur l'année, ce sont environ 60 nationalités différentes qui viennent nous voir. Notre librairie reste une des plus visitées au monde. Cette librairie Lello n'est qu'un des atouts qui peut expliquer le succès touristique de la ville de Porto. Une enquête du site web European Best Destination l'a désignée en 2017 comme meilleure ville à visiter en Europe. C'est la première fois que le Portugal s'impose dans ce classement international. Porto est une ville vivante et fascinante. Elle a su conjuguer idéalement son héritage historique et de nombreuses attractions touristiques. Une vie nocturne des plus animées a fini par convaincre une grande variété de touristes. Lisbonne, l'international, Porto, l'authentique, y a l'arrivée un succès touristique qui se confirme ces dernières années. Avant, on disait « Ah, j'aime pas tellement Porto, la ville, elle est trop grise. » Et après, moi, comme professeur de tourisme, essayer d'interpréter les endroits et montrer les bonnes et les mauvaises choses de chaque endroit. Je disais « Mais elle est grise car tu regardes par terre, regarde dans l'air. » La ville est complètement colorée, les balcons avec les fleurs, les maisons avec les façades de toutes les couleurs. Pas seulement le quartier de Riba et le patrimoine mondial, c'est toute la ville qui est colorée. Mais après, il y a le granit. Toute la ville, le sous-sol de la ville est en granit. Alors, on regarde autour, on dit que la ville est grise. Bien sûr, il y a plus de nuages que le sud de Portugal. Mais le plus important, sans doute, sont les gens. Alors, la gastronomie et la nuit de Porto. Quand ça se demande quelles sont les raisons pour lesquelles il y a tellement de monde qui viennent à Porto, qui répètent le séjour à Porto, plus de 30% disent que c'est pour venir faire la fête. À l'image de ce quartier sur les hauteurs de la ville, Baixa, des rues animées où les restaurants et bars familiaux restent ouverts tardivement. La population locale se mélange naturellement avec les touristes. À partir de là, nombreux ont été les investisseurs à parier sur l'essor touristique de Porto. Nous avons ouvert notre établissement en 2012 et depuis 5 ans, notre clientèle n'a cessé de progresser. Par exemple, au début, on fermait le dimanche et le lundi. Aujourd'hui, nous sommes ouverts toute la semaine et le week-end, on affiche complet. Une bonne ambiance dans les rues la nuit. L'évolution de l'offre touristique à Porto a été spectaculaire ces dernières années. Beaucoup de restaurants et de bars se sont ouverts et Porto devient aujourd'hui une ville tendance pour beaucoup de touristes. Le coût de la vie intéressant et les prix abordables dans la deuxième ville du Portugal expliquent aussi ce succès touristique. Beaucoup de retraités français se sont ainsi installés dans cette région en bénéficiant également d'un statut fiscal avantageux. Crise économique oblige, de nombreux Portugais se sont reconvertis dans l'économie touristique, une dynamique qui a redonné un véritable élan à cette ville historique. Aujourd'hui, Porto reste encore très abordable pour les investisseurs. Les offres et les marchés sont corrects. Dans d'autres endroits, ce n'est plus le cas, les prix ont augmenté. À Porto, vous pouvez encore acheter et investir à des prix très intéressants. Et le coût de la vie dans notre région est nettement moins élevé que dans la plupart des autres villes européennes. Cela compte aussi beaucoup. Selon un vieux dicton portugais, Lisbonne s'amuse pendant que Porto travaille. La nouvelle municipalité de la deuxième ville du pays a parié sur le tourisme. En s'équipant d'abord d'un tout nouvel aéroport, les chiffres de fréquentation de la ville ont explosé.
Il y a quelques années, le centre-ville de Porto était délaissé, tout comme les anciens docks. Une politique efficace de réhabilitation a redonné vie à ces quartiers où les touristes se pressent désormais. Nous avons aujourd'hui de très bonnes infrastructures d'accueil à la dimension de notre ville. Cela nous permet d'être en connexion directe avec beaucoup de villes européennes. La plupart des compagnies low cost sont présentes chez nous. Elles amènent de plus en plus de touristes. La seconde grande raison de notre succès tient dans la politique de ville pour ce qui concerne son développement urbain, avec toujours une obligation fondamentale, conserver l'esprit de la cité, c'est-à-dire préserver son histoire et son patrimoine. On a toujours fait très attention à toutes les politiques de rénovation urbaine, surtout pour ce qui est du centre-ville. L'essentiel est de préserver l'authenticité de Porto et tous les gens qui viennent nous voir apprécient cette évolution de la ville. L'objectif à présent pour la municipalité reste d'inscrire ce succès économique et touristique dans la durée. Sur les bords du Douro, Porto contemple ses 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, cette ville à taille humaine, riche d'un glorieux passé, attire de plus en plus de visiteurs grâce à un mélange réussi d'histoire et de modernité. Le franco-provençal, appelé aussi arpitan, est une langue romane parlée en France, en Suisse, mais aussi en Italie, notamment dans 2 enclaves de la région des Pouilles, entre Languedoc et Languedoil, longtemps délaissé par les pouvoirs publics. Le franco-provençal est aujourd'hui bien vivant. Perché à 866 mètres d'altitude, Faeto est le plus haut village des Pouilles. Mais sa notoriété ne se limite pas à la géographie. Faeto est aussi célèbre dans toute la région pour ses jambons et pour son parler. Quindi c'est 12 climats che si formano tra selva umana e selva dello Appennino, avendo questi microclimati particolari. E lo prosciutto è settiche, che ce lo fai assaggiare. Des mots se rapprochant du français, des sonorités italiennes, quelques emprunts à l'occitan. Ici, on parle le franco-provençal, ou plus simplement, le faetan. Ne parlano faetano, ne parlano faetano, perché qui lo parlano tutto quanto. Roba, cirella, pettè, mezzano, tutto quanto. Buon appetito! C'est la langue qu'on utilise tous les jours, la langue avec laquelle on pense, on chante et on rêve aussi. On rêve aussi en franco-provençal. C'est bizarre, non? Le franco-provençal est une sorte de chaînon manquant entre Languedoc et Deuil, parlé dans certaines régions alpines de France, Suisse et Italie. Incoronata Di Stefano est née ici. Elle travaille près de Rome, mais revient au village dès qu'elle le peut. C'est le monument qui représente Faeto, toute la tradition de Faeto. L'économie, c'est une économie agricole, donc vous voyez des animaux domestiques. Et la première image, au contraire, il représente l'intérêt pour la culture, pour notre culture. 500 personnes environ vivent à l'année à Faeto. L'été, la population s'accroît considérablement et c'est toujours au café que Nicolas Pastor et les autres faétans se retrouvent. 10, 12, 22. 10, 4, 14. 14 à 22. Et ici comme ailleurs, la conversation se déroule en faétan. L'été, quand les émigrés reviennent, Faeto se repeuple. La langue est vivante si elle est parlée, s'il y a des locuteurs. Cependant, dans le fait de s'expatrier, il y a aussi un aspect positif que nous devons voir, puisque nous exportons aussi notre culture dans les villes où nous allons vivre. Pendant 2 semaines chaque été, l'école du village accueille l'université francophone d'Italie du Sud. Il s'était posé sur... Cours de français, initiation au franco-provençal, conférences, ateliers, projections, avec le soutien de la Renaissance française, une association fondée en 1915 par Raymond Poincaré pour promouvoir la francophonie. La Renaissance,
vient aussi au secours des langues minoritaires, comme le franco-provençal. L'idée a été double, les insérer dans l'ensemble francophone et ensuite profiter de l'ensemble francophone pour leur apporter l'aide nécessaire à la protection et à la sauvegarde de leur culture et de leur langue. Pour contribuer à cette sauvegarde, le linguiste Giovanni Agresti a pour projet l'élaboration d'un manuel d'apprentissage du franco-provençal des Pouilles. Une langue qui reste assez éloignée de celle encore parlée dans les régions d'origine, comme le Lyonnais, la Savoie, la Suisse romande ou le Val d'Aoste. Quand on a une diaspora linguistique, ce sont les espaces périphériques qui gardent les formes plus anciennes de la langue. Évidemment, en plus de ça, il y a un métissage avec des parlers locaux, des parlers romans locaux. L'italien, le castelluccese, qui est un dialecte d'un village à 8 km d'ici, contribue à singulariser cette variété. Ce jour-là, au programme de l'université d'été, une chasse au trésor, en phaéton bien sûr. L'amite può accettare, ma come a me addiventa pa che già sepato che ho vinte dirre, tenie tutto a posto per fa firre. Des énigmes pour découvrir le village et son histoire, pour aller au contact de ses habitants. Terra, teni tutto a posto per la fiera. La fiera. Cioè la fiera può essere il Perché qua mercato. dice, senti Ciro, da me te puoi accettare, Da ma me- come da me puoi comprare. ma come a me diventa come me non devi diventare. Beaucoup de jeunes gens dans les équipes, ceux-là même qui sont nombreux à quitter Faeto pour étudier ou travailler, mais qui ont entre leurs mains l'avenir de la langue. Pour la séquence mémoire, cap sur le Maroc et la place Jamal Efna à Marrakech. Le lieu attire du soir au matin des milliers de touristes venus écouter et voir des artistes, notamment des conteurs soucieux de faire vivre les traditions ancestrales. Cette place fait partie de l'histoire du Maroc. On y croise des charmeurs de serpents, des gnawas, des conteurs qui parlent de la vie et de l'amour sans aucun tabou. C'est une place où la création a résisté à la censure et au temps qui passe. Mais cet espace d'expression libre souffre de la concurrence de la télévision et d'une relève quasi inexistante. Ouidat Tabar milite pour la sauvegarde des artistes de la place. Cette universitaire se bat au quotidien pour protéger les conteurs et les artistes en général. Pour elle, la reconnaissance de l'UNESCO a été primordiale. Il y a de moins en moins de conteurs sur la place parce que le patrimoine oral se perd, parce que notre mémoire se perd. Et c'est pour ça que cette reconnaissance de l'UNESCO était si importante. Il fallait absolument non seulement préserver, mais perpétuer cette tradition, parce qu'elle n'est pas morte. Vivante, expressive, mais le malaise est là. Sans relève, cette place perd chaque année quelques-uns de ses membres. Faire un spectacle dans la rue et tendre la main au public pour quelques pièces n'intéresse pas les jeunes. Pour assurer la transmission, pour perpétuer ces traditions orales, il faut absolument réactiver le désir de conter. Et pour réactiver le désir de conter, il faut aller vers les jeunes. Il faut les séduire à nouveau. Il faut leur faire redécouvrir ce patrimoine oublié. C'est absolument essentiel. Grâce à l'UNESCO et à l'Association des Amis de la Place, les contes s'invitent dans les écoles. Ce jour-là, c'est dans la plus vieille école de Marrakech, face à une soixantaine d'enfants, que Mohamed Bariz, l'un des derniers survivants des conteurs, est venu faire son show. Ce formidable narrateur des mille et une nuits et des grandes épopées arabes avoue ne plus se rendre que très rarement à Jamal Fna. Mais ce travail de transmission, il y tient, lui qui exerce ce métier sur la place depuis l'âge de 10 ans. À l'âge de 7 ans, j'ai fait connaissance avec les histoires. À 8 ans, je suis tombé amoureux des contes, qui sont plus nobles que les histoires. Et à 10 ans, je suis devenu conteur, sans savoir que j'allais exercer ce métier toute ma vie. Je ne l'ai pas choisi pour gagner de l'argent ni quoi que ce soit, mais je voyais les conteurs debout, fiers, comme des rois,
maîtrisant les contes et jouant avec les mots comme ils voulaient. Et je rêvais d'être comme eux. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.